sur la base de tout ce qui a été diffusé sous modèle. Voilà, donc ce sera mon dernier cours aujourd'hui et lundi, Inch'Allah, ce sera mon dernier TD par Webex. Nous reprendrons le 22 août. Donc, je démarre la séance. Très bien. Très bien. Donc, bien. Alors, nous allons, dans cette partie, considérer, c'est toujours ondes électromagnétiques parce que on avait donc, je rappelle, commencé par de l'analyse vectorielle. Ça nous a permis d'être à jour avec tous les opérateurs et toutes les méthodes de calcul utiles dans ce module d'électromagnétisme. Nous avons fait de l'électrostatique et de la magnétostatique, c'est-à-dire l'étude des champs électriques et des champs magnétiques dans le cas où le temps n'intervient pas. Nous avons fait le saut vers l'induction électromagnétique, c'est-à-dire l'impact d'un changement du champ électrique sur le champ magnétique et l'impact d'un changement du champ magnétique sur le champ électrique dans le cas où le temps intervient. Et nous nous sommes rendus compte que les équations de Maxwell, nous avons alors prenez une certaine expression quand le temps intervient. Donc, avec ces équations de Maxwell, nous avons commencé à regarder de près que se passe-t-il, comment se comporte le champ, comment se comporte le champ magnétique, que ce soit le champ électrique ou le champ magnétique. Nous avons rencontré ce qu'on appelle des équations de propagation ou des équations d'onde. Et pour ces champs électriques, ces champs magnétiques, puis, nous avons rencontré la notion de polarisation, d'énergie dans la deuxième partie d'ondes électromagnétiques, partie 2. Et la partie d'aujourd'hui est une partie extrêmement intéressante et qui va clore cet enseignement. Elle fait appel à la notion de propagation des ondes électromagnétiques dans un milieu matériel parfait. Là, vous voyez le mot matériel qui apparaît. Matériel, ça veut dire qu'il y a de la matière. On peut considérer qu'il y a de la matière. Et pourquoi on l'appelle parfait? Parce que c'est un modèle exact. Le mot parfait, c'est par opposition au modèle réel. C'est par opposition au modèle réel. Le modèle réel, il y a toujours certaines imperfections. Par contre, un modèle parfait, c'est-à-dire que tout va bien et tout, il n'y a aucun écart par rapport au modèle qui est utilisé. Ce modèle parfait n'est évidemment pas ce qui existe dans la nature, mais c'est quand même sur celui-là que nous allons baser notre étude. Alors, nous allons nous intéresser à la propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu matériel parfait. Par parfait, j'ai dit, c'est par opposition au mot réel. La réalité est un peu différente de ce modèle-là, mais c'est ce modèle parfait que nous allons étudier. Alors, quel type de milieu matériel, nous allons parler? Il y aura les diélectriques. Qu'est-ce que c'est qu'un diélectrique? C'est un isolant, c'est-à-dire que ce milieu-là est caractérisé par l'absence de charge libre. Un milieu diélectrique, autrement appelé isolant, ne conduit pas l'électricité, par exemple. Et il y aura également ce qu'on appelle un milieu conducteur, et comme tout le monde sait, le milieu conducteur est capable de conduire des charges électriques. Hypothèse de l'étude. Alors, ce modèle parfait, ce milieu matériel parfait, on lui a posé des hypothèses pour l'étudier. Eh bien, parmi les hypothèses utiles dans cette étude, nous avons considéré des milieux particuliers. Les milieux considérés particuliers, qu'est-ce qu'ils sont supposés? Comment sont-ils ces milieux-là? Ils sont supposés continus. Ça veut dire quoi continu? Ça veut dire que quand l'onde électromagnétique se propage, en quelque sorte, elle rencontre les mêmes structures, les mêmes, etc. C'est-à-dire qu'elle est dans le même, il y a une continuité. Alors, par quoi traduit-on la continuité dans un milieu matériel
pour une onde électromagnétique, c'est de s'assurer que la longueur d'onde, ce sont des ondes telles que leur longueur d'onde doit être très grande devant les distances interatomiques. C'est le cas des ondes hertziennes, ou encore appelées ondes radio, et du visible, et d'autres encore. Alors, sommes-nous sûrs que nous remplissons cette condition qui confère au milieu matériel une situation de continuité, c'est-à-dire de se comporter comme un milieu continu? Eh bien, je vous donne ici des ordres de grandeur en vous rappelant que la distance interatomique est de l'ordre du nanomètre et que les longueurs d'onde que nous utilisons sont très grandes devant le nanomètre. Donc, oui, cette première hypothèse de milieu supposé continu est bien remplie. Je passe à la deuxième condition de l'étude. La deuxième condition de l'étude nécessite que les milieux soient linéaires. Qu'est-ce que c'est qu'un milieu linéaire? C'est un milieu où le vecteur excitation électrique soit égal à epsilon E. Que représente epsilon? Il représente la permittivité diélectrique du milieu matériel en question. Et E, évidemment, représente le champ électrique. De même, le champ magnétique doit s'écrire sous la forme mu H, où H est l'excitation magnétique, B le champ magnétique, et mu c'est la perméabilité magnétique du milieu matériel. Voici donc ce que représente la notion de linéarité. Un troisième point que doit vérifier le milieu pour pouvoir pour pouvoir être considéré dans notre étude de la propagation des ondes électromagnétiques dans notre milieu, c'est que le milieu doit être homogène. Qu'est-ce que c'est qu'un milieu homogène? C'est un milieu qui dit que l'indice, la permittivité diélectrique ne doit pas dépendre d'un point de l'espace. Et de même, pardon, ne doit pas dépendre de l'espace, ni non plus pour la perméabilité magnétique. Elles doivent être indépendantes de l'espace. Alors, il y a un dernier point, c'est l'isotropie. Jusqu'à présent, on travaillait en réalité sur un milieu isotrope parce que le vide est isotrope, mais on n'a jamais mentionné cette information-là. L'année prochaine, vous allez voir les milieux anisotropes. Mais cette année, vous ne traiterez que des milieux isotropes. Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité, ces milieux isotropes? C'est que si j'envoie une onde dans ce milieu-là, quelle que soit la direction choisie, eh bien, le résultat de l'étude sera le même, quelle que soit la direction considérée. Voilà. Donc, ce qui n'est pas vrai dans un milieu anisotrope. Un milieu anisotrope, si j'envoie l'onde dans une direction, je pourrais observer un certain comportement de l'onde. Si je l'envoie dans une autre direction, je vais observer un autre comportement de l'onde. Mais dans le modèle que nous utilisons aujourd'hui, nous avons simplement affaire à des milieux isotropes, c'est-à-dire que, quelle que soit la direction envisagée pour la propagation de l'onde, le résultat obtenu sera le même. Voici donc les hypothèses de travail: milieu continu, milieu linéaire, milieu homogène, milieu isotrope. Voilà. Voilà donc les conditions qui doivent être remplies, et elles sont remplies dans le cadre de notre étude. Alors, propagation des ondes électromagnétiques dans un milieu parfait, c'est toujours le même titre. Alors, on vous donne ici les équations de Maxwell qu'on a appelées équations de Maxwell généralisées à un milieu matériel. Vous remarquerez ici que la ligne en bleu, elle n'a pas changé. L'équation de Maxwell-Flux, c'est toujours divergence de B égale à 0. L'équation de Maxwell-Faraday, c'est toujours rotationnelle de E égale moins dB sur dt. Par contre, celle-là, la première ligne, elle a changé. Dans cette équation, nous rencontrons maintenant, pour Maxwell-Gauss, on rencontre plutôt non pas divergence de E égale ρ sur epsilon 0, mais dans un milieu matériel, on préfère écrire divergence de D égale ρ. Comme vous voyez, le epsilon 0 a disparu et est apparu à la place de E le vecteur excitation électrique.
c'est l'équation, la nouvelle équation de Maxwell-Gauss. Et pour Maxwell-Ampère, nous avons rotationnel de H égale à J plus dérivée de D par rapport au temps. Alors ici, nous voyons H à la place de B. Nous voyons que le mu0 habituel n'apparaît plus. Et nous voyons qu'à la place de epsilon 0 dérivé de E, nous avons directement dérivé de D par rapport au temps. Alors, vous pouvez dire, tiens, chaque fois que j'ai affaire à la propagation d'une onde électromagnétique dans la matière et qu'on me demande d'écrire les équations de Maxwell, je dois absolument utiliser celle-là. En vérité, dans un milieu matériel, il faut savoir que les équations de Maxwell habituelles sont valables. Elles sont parfaitement valables, tout à fait utilisables, et elles répondront et elles donneront la solution, et la solution juste. Seulement, elles ont un côté pratique, celles que l'on appelle les équations de Maxwell généralisées lorsqu'on étudie un milieu matériel. Elles ont un côté pratique parce que déjà on ne traîne plus les perméabilités, les permittivités, et puis elles sont toutes simples. Elles sont toutes simples. Il y a une chose, c'est d'abord elles ont une expression plus simple, mais au lieu de traîner, au lieu de considérer uniquement le champ électrique et le champ magnétique, elles ont par contre introduit, elles nécessitent par contre l'emploi du vecteur excitation électrique ou vecteur déplacement et vecteur excitation magnétique. Donc voici la nouveauté. Les équations de Maxwell généralisées à un milieu matériel ont une forme plus simple si on accepte de les écrire comme ça. En fait, on a le droit, elles sont justes, on les écrit comme cela. La seule nouveauté, c'est qu'il faut à présent utiliser 4 vecteurs au lieu de 2, mais elles ont quand même une expression plus simple. Attention, n'oubliez pas, vous dit ce petit bonhomme, n'oubliez pas, les équations de Maxwell habituelles sont parfaitement valables dans l'étude d'un milieu matériel. Celles-ci ont un aspect plus pratique. Maintenant, bien sûr, puisque j'ai 2 vecteurs supplémentaires qui sont les vecteurs D, excitation électrique, ou bien vecteur déplacement, et H, vecteur excitation électrique, j'ai le droit de savoir quelles sont les relations qui les relient au vecteur habituel E et B. Eh bien, les relations constitutives, on appelle ça des relations constitutives d'un milieu matériel, sont au nombre de 3. Elles donnent D est égal à epsilon E, où epsilon est la permittivité diélectrique du milieu matériel, B est égal à mu H, mu c'est la perméabilité, ça c'est la permittivité diélectrique, ça c'est la perméabilité magnétique du milieu matériel. Et nous avons une dernière équation qui représente ce qu'on appelle la forme locale de la loi d'Ohm. Et elle s'appelle J est égal à gamma E. Gamma représente la conductivité du milieu et J représente la densité de courant de conduction, celui que vous connaissez déjà. Avez-vous des questions par rapport aux slides qui viennent de passer? Avez-vous des questions? Pas de questions. Je passe. Voilà. Maintenant, alors, dans le cadre de notre étude, en vérité, ce sera valable pour tout le L2 et ce sera valable aussi pour tout le L3. Donc, c'est extrêmement général. Nous n'allons considérer que les milieux, quel que soit le milieu considéré, il sera toujours écrit de la façon suivante avec une perméabilité magnétique donnée par celle du vide. Nous n'allons considérer que cette situation. Mu est égal à mu0. Ce seront les seuls milieux considérés dans le cadre de notre étude en L2 et même en L3. Maintenant, il y a la permittivité diélectrique du milieu qui s'écrit de la façon suivante. Epsilon est égal à epsilon 0, la permittivité diélectrique du vide, fois epsilon R. Alors, cette expression-là de epsilon, on appelle ça la permittivité diélectrique absolue du milieu. Permittivité absolue. Et le terme qui apparaît là dans l'expression de la permittivité absolue, qui s'appelle epsilon R, s'appelle la permittivité relative. Voilà. Alors,
Mademoiselle Amel, oui, posez votre question. Amel, j'ai vu une main levée. D'accord. C'était une erreur peut-être? Bien. Je reviens, je reviens donc à mes équations. La permittivité absolue pour le milieu est égale à la permittivité diélectrique du vide fois la permittivité diélectrique qu'on appelle permittivité relative. Qu'est-ce qu'il y a dans cette permittivité relative? Eh bien, la permittivité relative est égale à n au carré, que représente la quantité n. N représente l'indice de réfraction du milieu. Chaque milieu matériel a son indice de réfraction. Eh bien, dans le cas du vide, n est tout simplement pris égal à 1. C'est la valeur 1. Par contre, pour l'air, n est très proche de 1, très proche, mais vraiment très très proche. Tellement bien que quand on fait nos exercices, quand on nous parle de l'air, l'indice de réfraction à considérer, ce sera la valeur 1. Bien. Maintenant, pour les milieux matériels, si nous parlons d'un diélectrique parfait, à ce moment-là, gamma est égal à 0. C'est-à-dire que la conductivité électrique est nulle. Si nous parlons d'un conducteur réel, ce qui se passe, c'est que gamma est grand. Mais comme nous ne considérons que les diélectriques parfaits et les conducteurs parfaits, donc si nous avons affaire à un conducteur parfait, il suffit de savoir que gamma et que la conductivité électrique tend vers l'infini. Et du coup, dans un conducteur parfait, le champ électrique est considéré comme nul. Sans surprise, c'est un résultat que vous avez déjà rencontré en première année. À l'intérieur d'un conducteur, le champ électrique est nul. Alors maintenant, à vos stylos, cahiers stylos, faites-moi cette petite application. Montrez qu'en l'absence de source, les champs électriques et magnétiques obéissent à une équation du type Laplacien de E moins 1 sur V carré dérivé 2 fois de U par rapport au temps 2 est égal à 0. Vous pouvez remplacer U par E ou par B. Et V représente la vitesse de propagation de l'onde dans un milieu. Donc, vous notez cet exercice et je vais retourner à la page précédente. Je vous laisse le temps de noter ce qu'on vous demande. Je vais passer à la question précédente pour pouvoir vous remontrer les équations de Maxwell dans un milieu matériel. Je vous donne 2 à 3 minutes pour exécuter ça, pour essayer de retrouver cette équation. Sinon, je vais vous expliquer comment on l'a fait. Mais il vaut mieux que vous l'obteniez par vous-même. Allez-y, notez cet exercice. L'absence de source. Qu'est-ce que c'est l'absence de source? Tout le monde sait ce que c'est. Les champs électriques et magnétiques. Il faut écrire cette équation et appliquer cette équation soit à E, soit à B. C'est à vous de voir. Voilà. La quantité V représente la vitesse de propagation. Dès que vous avez noté cet exercice, je vais passer à la page précédente pour vous remontrer les équations de Maxwell généralisées. Est-ce que je peux retourner au slide précédent pour vous montrer les équations de Maxwell généralisées? Très bien. Bien. Alors, les équations de Maxwell généralisées, elles étaient là. Voilà. Travaillez dessus et retrouvez-moi l'équation que je vous ai demandée. Voici les équations. Vous avez les équations de Maxwell généralisées et vous avez les relations constitutives qui peuvent vous servir aussi.
Dès qu'il y en a un qui a trouvé la solution, qu'il lève la main ou qu'il intervienne. Je vous laisse 2 à 3 minutes. Madame, Oui, bon, je crois qu'on utilise la deuxième forme de l'équation de Maxwell. laquelle? Euh, Les équations de Maxwell portent un nom. Laquelle vous voulez utiliser? celle de... je... Attendez. Celle de... D'abord, vous voulez retrouver l'équation de propagation que j'ai donnée. Vous voulez la retrouver pour le champ électrique ou pour le champ magnétique? Quel choix avez-vous fait? j'ai choisi la deuxième équation, je crois que c'est celle-ci d'Ampère. Maxwell Ampère. Mademoiselle. Oui. Oui, qu'est-ce que vous avez fait? Allez-y, expliquez-nous. Bon, j'ai pris le champ magnétique B égale mu H, et puis Oui. avec l'opérateur Nabla fois B égale 0, j'ai pris la forme, bon, je sais pas comment appeler l'équation, j'ai pris cette Mais forme porte un nom. Regardez, mademoiselle, chaque équation porte un nom. Chaque équation de Maxwell porte un nom. Voici l'équation la première, celle-ci, celle-là, chacune porte un nom. Laquelle vous avez choisi, sur laquelle vous avez, à partir de laquelle vous avez démarré. la deuxième Comment elle s'appelle? C'est quoi? Heilig, hein? Hamlik les noms, hein? Maxwell Laquelle Faraday. vous avez eu? Maxwell Maxwell Faraday. Faraday. Oui. Voilà, voilà, c'est dit. Donc, vous avez démarré donc, alors, si vous avez choisi celle-là, ça veut dire que ce que vous voulez trouver, c'est de trouver l'équation de propagation ou l'équation d'onde pour le champ électrique. C'est votre souhait, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez fait à cette équation de Maxwell-Faraday? J'ai écrit l'équation et j'ai remplacé le B par mu H, et puis j'ai dérivé, bon, mu c'est 1 sur V au carré, Oui?
Et puis en dérivant, C'est faux, hein. Enfin, je dis oui, mais c'est faux ce que vous dites. Mu, c'est 1 sur V au carré. D'où vous tenez cette relation? que c'est déjà acquis avec le mu. Blic mu est égal à 1 sur V au carré. Vous le voyez quelque part, je l'ai mentionné. Mais c'est bien dosé. Allez-y, osez, osez. Continuez. Bon, ce que là, j'ai travaillé, étant que je connaissais déjà la mu est égal à quoi? Donc, Vous êtes en train de dire que mu est égal à 1 sur V au carré, c'est ça? oui. Eh bien, Mu, c'est c'est faux. Mu oui, n'est pas égal à 1 sur V au carré. oui, mu, c'est la racine de. Bon, Vous allez oui, voir. D'abord, oui, oui. et même si vous regardez rotationnel de E égale moins dB sur DC, je ne vois pas en quoi le fait de remplacer B par H et tout vous permet de retomber sur cette équation-là. Je vois pas. Je vois pas. Moi, je vois ici un Laplacien. Dans ce que vous avez dit, à aucun moment je ne vois de Laplacien. Dérivé 2 fois par rapport au temps. Rappelez-vous, c'est quoi ça? Ça, c'est une équation qui vous rappelle quoi, ça? Laplacien, 1 sur une vitesse au carré dérivée 2 fois par rapport au temps. Ça vous rappelle quoi, ça? Nous avons déjà étudié ça dans le vide. C'est l'équation de propagation. C'est l'équation d'onde. Comment on C'est une fait équation. pour... N'est-ce pas? N'est-ce pas, mademoiselle? Donc, c'est une équation de propagation d'onde. Ça s'appelle pas une équation de propagation, d'onde. Ça s'appelle une équation de propagation ou une équation d'onde. C'est la même appellation. Vous pouvez essayer de traiter le problème pour le champ électrique ou pour le champ magnétique. Et je vous ai expliqué quand on avait fait le cours que pour pouvoir trouver une équation de propagation, encore appelée équation d'onde, il suffit, si vous travaillez avec le champ électrique, il suffit de démarrer de Maxwell-Faraday. Si vous travaillez avec le champ magnétique, il suffit de démarrer de Maxwell-Ampère. Alors, je retourne au slide précédent et qu'est-ce que vous faites alors? Que vous démarriez de Maxwell-Faraday, que vous démarriez de Maxwell-Ampère, il faut calculer le rotationnel du rotationnel. C'est ça que j'ai dit. Pour trouver une équation de propagation, il faut démarrer d'une équation soit de Faraday ou de Maxwell-Faraday ou de Maxwell-Ampère et de lui appliquer le rotationnel une deuxième fois. Alors, je retourne au slide précédent et supposez que, comme vous, on ait envie de déterminer cette relation de Maxwell, une équation de l'équation de propagation pour le champ électrique. Allez-y, tout le monde travaille, tout le monde sur son cahier, démarrez de là. Rotationnel de E égale moins dB sur dt. Pour trouver une équation de propagation, encore appelée équation d'onde, il suffit de calculer rotationnel du rotationnel. Bien sûr, si j'applique le rotationnel ici, je l'applique ici aussi. Et après, vous travaillez. Allez-y, je vous laisse encore le temps, c'est très important, c'est une équation que tout le monde doit savoir retrouver. Quand quelqu'un a une réponse à donner, qu'il s'exprime. Est-ce que vous commencez à voir? Le rotationnel du rotationnel d'un vecteur, c'est gradient de la divergence moins le Laplacien. Alors, s'il vous plaît, cet exercice-là, vous me le ferez sur feuille, devoir sur feuille numéro 2. C'est le devoir. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Vous parlez, mais on ne vous entend pas. Madame Subta.
comment vous avez fait? C'est bien d'ahdah. Allez-y. مادام درت كنت حنقول لك مع الأول تاع الروتاسيونال ومن بعد درت روتاسيونال في الروتاسيونال تاع الأو تيغال موان دي بي سور دي تي روتاسيونال تاع البي. Très bien. الروتاسيونال تاع الأو هي دلتا أو هو لا بلاسيون تاع الأو. Et شحال تسوى que vaut le rotationnel gradient de la divergence? Oui, comme on a fait, il faut le dire, c'est le gradient de la divergence de E moins le Laplacien de E. Continuez. ودرت جبت الموا هذيك درتها من الكوتي. D'accord. درت بلوس دي سور دي تي ومادام عندنا ديجا قلتي لنا لو روتاسيونال تاع الاو تاع البي هو 1 سور سي او كاري دي او سور دي تي مع دي Attendez. Rotationnel de B, mais on n'en a pas ici. Regardez les équations de Maxwell. Là, tu fais rotationnel de B. Je ne vois pas rotationnel de B. Rotationnel de H. Nous avons rotationnel de H. Mais madame, في الكور اللي فات درتينا ابليكاسيون كاينه هاد Bien sûr, mademoiselle, mais bien sûr. Nous avons fait exactement. Tout le monde peut réouvrir ses cahiers. Nous avons fait, mais nous avons fait avec les équations de Maxwell habituelles. Et nous avions pour Maxwell ampère, on avait rotationnel de B. Mais là, nous avons rotationnel de H. Et si je traite le problème en utilisant les équations de Maxwell généralisées, je suis obligée de les utiliser ici. Je vais pas parfois choisir les Maxwell généralisés, parfois choisir les Maxwell habituels. Donc, je reste dans ce canevas-là et je fais mon travail. Donc, devoir sur feuille numéro 2 à remettre sous Moodle, c'est retrouver cette équation d'onde, que ce soit, vous avez le choix, faites-le soit pour le champ électrique, soit pour le champ magnétique. En réalité, je peux vous aider en vous donnant un petit tuyau, voilà, tac, celui-ci, pardon, je reviens donc à la version voici. Je voulais pas vous donner ce résultat-là. Je vais le couper. Moi, je l'avais juste caché. Je pensais que quelqu'un allait me donner la réponse. Je vais l'ajouter ici. Là, par exemple. Voilà. Voici donc la relation à laquelle qui relie la perméabilité magnétique, la permittivité diélectrique et la fameuse vitesse V. Elle ressemble à celle que l'on connaissait. Oui. Bien sûr. Et justement, c'est ce que je suis en train de dire. J'étais en train de dire que habituellement, nous avions ici la vitesse C, mais on n'avait pas mu, on avait mu 0. Donc, on était dans le cas du vide, on avait mu 0, epsilon 0, C carré égale 1. Maintenant que nous sommes dans un milieu matériel parfait, nous avons mu, le mu du milieu, fois le epsilon du milieu, fois le V, la vitesse de propagation dans le milieu, qui est égal à 1. Celle-ci, je l'avais cachée. Je croyais que quelqu'un allait me donner la solution, mais qu'il serait coincé sur la valeur de V. Et à ce moment-là, j'allais vous sortir ça. Bon, puisque vous n'avez pas réussi à la trouver assez rapidement, vous avez le droit de vous pencher dessus en vous accordant un peu plus de temps, mais ça fera l'objet du devoir numéro 2 à remettre sous la plateforme Moodle. Donc, devoir numéro 2, retrouver cette équation de propagation, soit pour le champ électrique, soit pour le champ magnétique, ou bien pour les deux. Retrouvez-moi cette équation. Je vous aide en vous ajoutant cette relation que j'aurais voulu ne pas vous donner. J'aurais voulu que vous soyez dans une situation où vous seriez confronté au problème que faire de mu et de epsilon. Et à ce moment-là, je vous aurais dit, vous le remplacez par 1 sur V4. Ça n'a pas été fait comme ça. Eh ben, vous allez quand même essayer de vous rattraper. Donc, faites-moi ça en devoir sur feuille numéro 2. Plateforme Moodle. Merci. Je poursuis si vous n'avez pas de questions. Avez-vous des questions?
Très bien. Bien. Alors, je poursuis. Voilà. Maintenant, nous allons rencontrer un problème très, très important. Est-ce que, à votre avis, l'onde se propage toujours dans le même milieu? Elle est dans un milieu. Est-ce que jusqu'à la fin des temps, une onde va se propager dans un milieu unique? Est-ce le cas? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut arriver? Elle peut rencontrer une situation où elle est obligée de changer de milieu, n'est-ce pas? Donc, on appelle ça, elle bascule vers un nouveau milieu. Alors, on s'est interrogé, que se passe-t-il si une onde qui se propage dans un premier milieu d'indice de réfraction qu'on a appelé N1 comme milieu 1, elle va passer dans un milieu 2 avec un nouvel indice de réfraction qui sera N2. Donc, elle est dans un premier milieu, celui-là, à gauche de cette frontière, que l'on appelle, cette frontière, on l'appelle surface de séparation sigma. Et à droite, nous avons un deuxième milieu. Donc, nous avons un premier milieu juste avant une sorte de frontière, avant cette surface de séparation qui va séparer le milieu 1 du milieu 2. Ici, nous avons une onde incidente. Qu'est-ce que c'est qu'une onde incidente? C'est une onde qui arrive. Et cette onde qui arrive, qu'est-ce qui nous montre la direction de propagation? Nous avions dit dans les cours précédents que c'est le vecteur d'onde K qui désigne la direction de propagation. Donc, notre onde incidente, notre onde qui arrivait tranquillement, elle voulait continuer à avancer, avancer, avancer. Hop, elle rencontre une surface de séparation. Et il se trouve que cette onde va rencontrer cette surface de séparation au point I. Que va-t-il arriver? Il va arriver que il va naître, il va apparaître une onde réfléchie. Cette onde réfléchie, comme l'onde incidente, puisqu'elle va repartir du point I, elle va repartir et pour rester dans le milieu 1, elle est guidée par le vecteur d'onde K réfléchi. Regardez ici, l'onde incidente, ça veut dire l'onde qui arrive et qui va malheureusement rencontrer la surface de séparation au point I. Elle arrive avec son vecteur d'onde KI, comme K incident. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'une partie de l'onde va être réfléchie. Cette onde réfléchie va aller du point I et rester dans le milieu 1. Bien sûr, elle est désignée, sa direction de propagation, par son vecteur d'onde K, que l'on a appelé K réfléchi. Voilà. Maintenant, vous avez fait de l'optique géométrique, vous savez que pour tout rayon incident, en quelque sorte, il y a un rayon réfléchi, mais il y a également un rayon transmis. De même, il y a une onde transmise. Cette onde transmise, pas de problème, elle aussi, ce qui désigne sa direction de propagation, c'est un vecteur d'onde. Et ce vecteur d'onde, puisqu'il correspond à l'onde transmise, s'appelle KT. Voilà. Nous avons pris soin également de désigner un vecteur N. Ce vecteur N est un vecteur unitaire et il est normal, ça veut dire perpendiculaire à la surface de séparation. Voici donc comment on peut poser proprement, sur la base d'un schéma, le problème d'une onde qui d'abord se propage dans un milieu A, mais qui est contrariée parce qu'elle rencontre une surface de séparation. Cette surface de séparation, elle va imposer l'apparition d'une onde réfléchie dirigée dans la direction de propagation et montrée par son vecteur d'onde, et d'une onde transmise de direction montrée par le vecteur d'onde qu'a transmis. Voilà. Et bien sûr, nous avons besoin de ce vecteur N normal
à la surface. C'est un vecteur unitaire et il est normal à la surface de séparation. Avez-vous des questions sur ce schéma avant que je ne poursuive? Oui, je vous écoute. Bien sûr, j'ai dit que toute l'étude repose sur le fait que les milieux envisagés sont supposés être continus, qu'ils sont supposés être linéaires, qu'ils sont supposés être homogènes et qu'ils sont supposés être, qu'est-ce que vous avez dit, isotropes. Oui, bien sûr. Quand je dis que nous étudions dans cette configuration la propagation des ondes électromagnétiques, ça veut dire que j'ai le premier milieu, le deuxième, le cinquantième, le millième, tous les milieux envisagés sont tous isotropes, tous linéaires, tous continus et tous homogènes. Voilà. Ça, si vous voulez, c'est un clin d'œil à ce que vous avez étudié en optique géométrique. En optique géométrique, que vous avez étudié l'optique géométrique déjà, non? Au premier semestre. Très bien. Pour tout rayon incident, vous avez un rayon réfléchi et un rayon transmis ou un rayon, on l'appelle soit transmis, soit réfracté. Mais nous utiliserons plus souvent le terme transmis. D'abord, c'est vrai qu'il est transmis, ça veut dire qu'il est transmis dans le deuxième milieu et aussi ça nous évite d'avoir des soucis parce qu'imaginez qu'on adopte réfracté, à ce moment-là, on va peut-être poser un petit r ici, on va avoir des soucis avec le petit r de réfléchi. Alors, si on adopte l'expression transmis, on a résolu deux problèmes à la fois. Non seulement c'est vrai, il est transmis, mais pour les indices, nous avons tous des indices différents. T pour transmis, R pour réfléchi et I pour incident. Alors que réfracté, ça commence par R comme réfléchi. Là, il n'y a ni confusion, ni rien. Pardon? Non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Dans votre tête, vous comprenez que c'est un rayon réfracté. Qu'est-ce que c'est qu'un rayon réfracté? C'est-à-dire qu'il va changer de direction, exactement. Parce que ce qui désigne une direction, c'est son angle. Ici, vous allez avoir un certain angle θ2, ici, vous avez un angle θ1. Donc, changement de direction, ça s'appelle de la réfraction. Mais ça désigne aussi quelque chose qui est transmis. Donc, nous adopterons la transmission, l'onde de transmission. Avez-vous des questions par rapport à ce schéma ou par rapport à la physique qu'il y a derrière? Tout le monde? Il y a un chat, donc je ne sais pas ce qu'elle dit. Et d'accord. Donc, il n'y a pas de questions par rapport à ce slide? Je passe au suivant. Je passe au suivant. Voilà. Alors, maintenant, on se pose la question. Il y a le milieu 1 et il y a le milieu 2. Le milieu 1, il possède son indice de réfraction N1. Le milieu 2, comme en optique géométrique, c'est les mêmes notions. Le milieu 2 possède son indice de réfraction. Évidemment, le vecteur D, qui est le vecteur déplacement ou le vecteur excitation électrique, est égal à epsilon, c'est-à-dire la permittivité diélectrique du milieu matériel, multiplié par le champ électrique. Cette écriture-là traduit la notion de linéarité. D est égal à ça fois ça. Celle-ci, c'est parce que c'est un milieu linéaire qu'elle s'écrit comme ça. Alors, ici, on précise, même si je l'ai dit tout à l'heure, que le n est un vecteur unitaire normal. Normal à quoi? Normal, ça veut dire perpendiculaire à la surface de séparation sigma. Et on vous signale une chose très importante, le vecteur n, il est orienté du milieu 1 vers le milieu 2. Je retourne au slide précédent pour vous remontrer que c'est bien le cas. Vous voyez son orientation? Il est orienté du milieu 1 vers le milieu 2. Voilà. Là, pardon. Donc, le n est un vecteur unitaire normal à la surface de séparation. Il est aussi orienté du milieu 1 vers le milieu 2. La surface sigma considérée
la surface sigma est considérée comme plane, hein. Même si en réalité, dans la vraie vie, ça peut être une surface courbe, nous, on modélise le travail sur une surface supposée plane. Et vous utiliserez toujours ce modèle-là. C'est comme cela que les problèmes seront posés à votre niveau. Toujours, c'est des surfaces planes. Et ces surfaces planes, elles sont caractérisées par une densité de charge surfacique et une densité de courant superficielle ou surfacique. Alors, sigma, qu'est-ce que c'est? C'est une densité surfacique de charge, en coulomb par mètre carré. Et JS est une densité de courant surfacique ou superficielle. Le mot surfacique et le mot superficiel représentent la même chose. Superficie, c'est surface, et donc surfacique ou superficielle, c'est la même chose. Et c'est en ampères par mètre. Ampères par mètre. Je retourne au slide précédent. Et cette densité de charge, elle est distribuée ici sur la surface. Ça veut dire qu'il y a des charges sur cette surface-là. Et comme la charge est rapportée à la surface, ça veut dire que c'est des coulombs par mètre carré. Il y a aussi éventuellement un courant qui se balade sur cette surface-là, qui est véhiculé le long de cette surface-là. Et comme c'est un courant dans une surface, on appelle ça un courant surfacique ou un courant superficiel. Et c'est la notion de JS comme surfacique ou superficiel, c'est des ampères par mètre. Donc, je retourne au slide suivant et donc j'insiste sur le fait que ceci est une densité surfacique de charge des coulomb par mètre carré. JS est une densité de courant surfacique ou superficielle des ampères par mètre. Et on introduit la notion de plan d'incidence. Le plan d'incidence, je sais que vous l'avez rencontré en optique géométrique. Le plan d'incidence est le plan qui contient deux vecteurs. Quels sont les vecteurs en question? C'est le vecteur d'onde d'incidence I et le vecteur N normal. Voilà. Alors, regardez bien, le plan d'incidence, il est relié à I. Le plan d'incidence, il contient N d'abord, mais il contient surtout KI aussi. Il contient les deux à la fois. Voici ce qu'on appelle un plan d'incidence. Des questions? Avez-vous des questions? Bien, je poursuis. Question. Exprimer pour une onde incidente de I, parce que tout le problème est là. Au départ, quand j'avais un seul milieu et que je ne changeais pas de milieu, j'avais un seul champ à connaître, le champ électrique, et je n'avais même pas besoin de dire c'est un champ I, ou bien un champ T ou un champ R. C'était le champ électrique tout court. Maintenant, puisque j'ai une surface de séparation, et j'ai vu que toute surface de séparation, si elle reçoit un champ, elle va éclater en donnant un champ réfléchi, un champ transmis. Voilà. Et bien sûr, il faut compter avec le champ qui était déjà là, c'est-à-dire le champ incident. Donc, exprimer pour une onde incidente les ondes réfléchies et transmises. Pour trouver la réponse, on vous dit que la solution est donnée par les relations ou les conditions de passage d'un milieu 1 vers un milieu 2. Alors, voici ce qui peut vous aider à retrouver la notion du champ E transmis et la notion du champ E réfléchi. Donc, la solution, elle est contenue dans ce qu'on appelle les relations de passage d'un milieu 1 vers un milieu 2, les relations ou bien les conditions de passage ou bien les équations de passage. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Relations, conditions, équations de passage d'un milieu 1 vers un milieu 2. Alors, avant de passer plus loin, je préfère retourner au slide dans lequel il y a la surface de séparation. Et là, j'ai envie d'insister sur quelque chose de très important,
qui va vous aider à comprendre après pourquoi les relations de passage s'écrivent d'une manière telle qu'elles sont données. S'écrivent telles qu'elles sont données. Regardez, vous voyez cette surface de séparation. Imaginez tous une surface plane qui démarre de votre nez et qui va vers le mur d'en face, en face de vous. Alors, une surface de séparation qui démarre de votre nez et qui va jusqu'au mur d'en face. Vous y êtes? Très bien. Maintenant, je voudrais savoir ce vecteur, par exemple n ou un autre vecteur qui est perpendiculaire à cette surface de séparation, combien de composantes il peut avoir, est-ce qu'il peut se ramener à une grandeur scalaire, ce vecteur? Par exemple, combien je peux imaginer de composantes à un vecteur qui est perpendiculaire à une surface de séparation? Combien je peux lui imaginer de composantes? Si je choisis bien mes axes, effectivement, une seule suffira. Par contre, regardez la surface de séparation. Elle démarre de votre nez et elle va jusqu'au mur d'en face. Donc, vous voyez toute une surface. Un vecteur qui sera parallèle à cette surface de séparation. Combien peut-il avoir de composantes? Un vecteur parallèle à la surface de séparation, combien peut-il avoir de composantes pour pouvoir parler de lui? Faux. Quelqu'un d'autre? Alors, imaginez, allez, dans vos têtes, imaginez un vecteur qui est dans le plan de séparation. Vous pouvez le tourner. Allez, tournez-le dans la surface de séparation. Vous êtes en train de le faire tourner? Combien lui imaginez-vous de composantes possibles? 2. Pas une infinité, parce que une fois que vous l'aurez choisi, quand j'ai dit tournez-le, c'est pour que vous sentiez l'apparition d'une nouvelle composante. Contrairement à ce qu'il a dit votre camarade, il n'y a pas une seule composante. Dans le plan de séparation, je peux imaginer un vecteur qui a plusieurs. Pourquoi je vous ai demandé de le faire tourner? Pour que vous sentiez l'apparition d'une nouvelle composante. Effectivement, le vecteur parallèle à la surface de séparation, je ne peux pas considérer pour ce vecteur moins de 2 composantes. Il peut avoir une composante, il peut en avoir 2. Alors qu'un vecteur qui est perpendiculaire à une surface de séparation, je peux toujours choisir une composante. Pour le vecteur qui est parallèle à cette surface de séparation, quand je dis parallèle, ça ne veut pas dire qu'il est parallèle à ce trait. Il est dans le plan qui constitue la surface de séparation. Donc, il peut avoir 2 composantes. Est-ce que vous arrivez tous à imaginer ça? Est-ce que ça vient? Oui. Comment? Vous parlez de quel vecteur? Du vecteur. Si vous tracez un vecteur dans la surface de séparation. Oui, il rentre, vous parlez de notre slide? Oui, là, si vous voulez qu'il rentre ou qu'il sorte, ça veut dire que vous lui donnez une seule composante. Moi, je veux que vous imaginez. Attendez, je vais carrément vous faire un dessin. Et pour cela, je suis obligée de quitter la version. Bon, alors je vais faire ça. D'un autre côté, ça va. Regardez, je vais prendre ici. Alors, je vais faire partir ça et je vais tracer un plan. Regardez comment on fait. Et d'un autre côté, ça vous fera un apprentissage. Voilà. Voici un plan. Maintenant, je vais tracer ça, c'est ma surface de séparation. Je l'ai tournée pour que tout le monde puisse la voir.
je vais tracer un vecteur dessus. Je vais lui donner une couleur. Je vais le faire épais et je vais le choisir en noir. Voilà. Vous voyez, ce vecteur dans la surface de séparation, il peut être, moi mon nez, votre nez, il est là. Votre nez, il est là. Le mur, il est là. Donc, si vous raisonnez comme il vient de dire votre camarade, ça veut dire, on va le faire tourner. Comment on fait tourner? On fait ça. Toc, et on vient, on peut faire de la rotation. Bon, on va essayer de faire autrement, pardon. On va faire de la rotation. Regardez, toc. Je vais changer d'angle. Hop, regardez. Et là, regardez. Quand il va tourner, forcément, il va avoir deux composantes, puisqu'il est dans un plan. Votre camarade, tout à l'heure, il disait, soit il sort du tableau, soit il sort du slide, ça veut dire que son nez, il est là, soit il vient vers lui, soit, si je fais une rotation horizontale, soit il va de l'autre côté. Soit il rentre dans le slide, soit il sort du slide. Mais non, moi j'ai dit, toutes les situations sont possibles. Et voilà. C'est pour ça que je disais que dans la surface de séparation, je dois envisager deux composantes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Très bien. Donc maintenant, on va revenir à notre surface de séparation et on va raisonner. Donc, sur ce slide-là, je viens de comprendre que je peux considérer que le vecteur qui est perpendiculaire à la surface de séparation, allez, on va l'appeler le vecteur normal. Le vecteur normal, c'est pas forcément un, hein. Tout vecteur normal à la surface de séparation, je peux me permettre de l'écrire, en choisissant bien mon repère, de l'écrire avec une seule composante. Donc, au lieu de traîner la grandeur vectorielle, je peux simplement ramener ça à un scalaire. Est-ce qu'on est d'accord? Puisque j'ai une seule composante, je peux raisonner sur le scalaire lui-même, c'est-à-dire la composante. Est-ce que c'est clair? Bien. Par contre, la partie parallèle à la surface de séparation, on appelle ça la composante parallèle. Elle porte aussi un autre nom. C'est la composante tangentielle. La composante parallèle à la surface de séparation, que je peux appeler aussi le vecteur parallèle à la surface de séparation, que je peux aussi appeler le vecteur tangent. Tangent, ça veut dire qu'il va être parallèle à la surface de séparation. Je dois lui envisager deux composantes. Donc, quand je parle de la grandeur du vecteur tangent ou encore parallèle, je dois envisager au moins deux composantes, même si au moins, je peux ramener, oui, le problème simplifié peut se ramener à deux composantes. Mais je ne peux pas donc tout de suite imaginer écrire le vecteur tangentiel en me concentrant uniquement sur son comportement scalaire. Vous êtes d'accord avec moi? Puisqu'il y a deux composantes. Est-ce que c'est oui? C'est une matrice, donc je ne peux pas vite fait me dire tiens, je me débarrasse de lui. Donc ce que je retiens que tout ce qui est tangentiel ou parallèle à la surface de séparation, je dois le traiter de manière vectorielle. Et ce qui est normal à la surface de séparation, je peux me permettre de le traiter de manière scalaire. C'est ce que nous avons compris. Et c'est bien le cas parce que pour pouvoir passer d'un milieu 1 à un milieu 2, je dois pouvoir avoir ce qu'on appelle des relations de passage ou encore appelées des conditions de passage ou des équations de passage. Eh bien, je regarde comment elles sont. Hop là, celle-là, c'est le slide que j'avais utilisé pour vous expliquer que forcément le comportement était vectoriel. Ça, c'était déjà un slide traité et on avait juste terminé sur ce point-là, que le plan d'incidence est le plan qui contient le vecteur d'onde incident ainsi que le vecteur normal à la surface de séparation. Et puis là, on avait posé le problème, comment, à partir du champ incident, on peut exprimer les ondes
réfléchie et transmise. On avait dit que la solution était donnée par les relations de passage. Hop. Et voilà. On appelle composante tangentielle ou composante parallèle les composantes parallèles à sigma. Sigma, c'est la surface de séparation. On appelle composante normale les composantes parallèles à sigma. Les conditions de passage à une interface sigma sont données par ces deux groupes d'équations. Pour le champ électrique, regardez la partie tangentielle, T comme tangentielle. Les parties tangentielles, j'ai des écritures vectorielles. La partie tangentielle du milieu 2, le champ tangentiel à la surface de séparation, le champ tangentiel pour le milieu 2 est égal au champ tangentiel pour le milieu 1. Par contre, les composantes normales, sans surprise, nous ne sommes pas du tout étonnés de voir que pour les parties normales, nous avons utilisé une expression scalaire. Eh bien, à ce moment-là, même si c'est le champ électrique, mais nous avons parlé pour la partie normale de la partie vecteur déplacement, c'est composante du vecteur déplacement ou composante de l'excitation électrique. Pour la partie tangentielle, c'est directement le champ. Pour la partie normale, eh bien, c'est la composante normale du vecteur déplacement ou du vecteur excitation électrique, moins celle du milieu 2, moins celle du milieu 1 est égale à sigma. Sigma, rappelez-vous, c'est la densité surfacique de charge qu'on avait introduite tout à l'heure. Et pour le champ magnétique, même topo, c'est pour la partie tangentielle, je n'ai pas le choix. C'est un traitement vectoriel pour les raisons que j'ai expliquées. Donc excitation tangentielle 2 moins excitation tangentielle 1 en écriture vectorielle est égal à la densité de courant superficiel vectoriel, le vecteur unitaire normal. Par contre, pour les composantes normales, puisqu'on a dit qu'il ne peut y avoir qu'une seule composante, eh bien, c'est très facile. Bn2 est égal à Bn1 traité de manière scalaire. Regardez, les parties normales sont traitées de manière scalaire. Les parties tangentielles, parce qu'elles peuvent avoir deux composantes, elles sont traitées de manière vectorielle. C'est vrai pour le champ électrique, c'est vrai pour le champ magnétique. Avez-vous des questions? Oui. Oui, oui, très juste, très juste. Eh bien, tout simplement, ces équations-là, on ne les a pas écrites parce que c'est joli. On les a écrites parce qu'elles répondent à la réalité que l'on observe. Vous savez que les mathématiques ne sont qu'un support de la réalité physique. La réalité physique, elle dit ça. Donc, on a écrit mathématiquement ce que la physique dit. On n'a pas choisi. On a repris sur le plan mathématique une réalité physique. Voilà la réponse. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas un choix, c'est une réalité. Il y avait quelque chose. Si vous voulez, ici, si j'avais voulu, j'aurais écrit quoi? Elle aurait été un peu plus grosse. Pourquoi? Je peux utiliser le champ électrique, mais vous savez que D est égal à epsilon fois E. J'aurais été obligé d'écrire epsilon 2 E N 2 moins epsilon 1 E N1 est égal à sigma. J'aurais fait ce que vous voulez, c'est-à-dire faire apparaître le champ électrique, mais en plus, j'aurais besoin de gérer epsilon 1, epsilon 2, ça va faire une équation plus grosse. Écrite directement avec l'excitation électrique, elle est plus simple, c'est tout. Mais il y a ici le champ électrique, Seulement, en utilisant l'excitation électrique, au lieu d'avoir ici epsilon 2 fois En2 moins epsilon 1 fois En1, j'ai directement dN2 moins dN1. Puisque c'est des grandeurs que je connais déjà, eh bien, je les utilise et elles me simplifient l'écriture de ma deuxième équation. C'est tout chez Lali. D'autres questions?
Alors, voilà, pour les gens qui sont inquiétés de voir ces bouloulous là, ces sigma, JS, vectoriel, N et tout, sachez que dans tous les exercices qu'on vous proposera, le plus souvent, sigma égale 0 et JS égale 0. Donc, vous aurez un 0 ici, un 0 là, et les équations seront très, très simples. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, je passe au slide suivant. Je passe au slide suivant? Je passe au slide suivant. Oui. De façon générale, les solutions de l'équation 1 sont du type, l'équation 1, c'est l'équation que j'ai donnée en devoir sur feuille. Les solutions, c'est l'équation d'onde ou l'équation de propagation dans un milieu matériel parfait. Alors, de façon générale, les solutions de l'équation 1 sont du type suivant. Pour l'onde incidente, j'ai I comme incidente devant le champ électrique. Évidemment, pour son amplitude, l'amplitude c'est avec un 0, eh bien on lui ajoute I pour dire c'est l'amplitude du champ incident. Exponentielle I, oméga I, pour dire que cette pulsation ou cette fréquence angulaire est associée à l'onde incidente. De même, le vecteur d'onde c'est KI scalaire R. Pour l'onde réfléchie, la même chose, mais seulement au lieu de I, je mets R. Je le mets devant l'amplitude, je le mets devant la pulsation, je le mets devant le vecteur d'onde. Et pour l'onde transmise, c'est tout bête, c'est encore cette définition-là de l'onde plane, ET égale E0T, oméga T, KT. Cette écriture, vous la voyez, c'est oméga IT moins KIR. Mais rappelez-vous, quand on avait étudié dans le vide, on avait dit c'est soit ça, soit la même chose, mais seulement avec KI scalaire R moins oméga IT. Alors, soit vous utilisez ce bloc avec tout ce qui commence par oméga, 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 soit vous utilisez cet autre bloc avec les définitions pour la phase qui commencent par KI scalaire R moins oméga IT, KR scalaire R moins oméga RT, ou bien KT. Alors, ce bloc, il marche ensemble et ce bloc marche ensemble. Et si vous plaquez soit ce bloc dans l'équation d'onde ou l'équation de propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu matériel parfait, vous allez trouver qu'elles obéissent. Ces équations-là obéissent à l'équation 1. Des questions? Oui. Oui. Si vous voulez, oui. C'est comme si ici j'avais plus I, ici j'ai moins I. Voilà. Ce sont les conjugués à condition d'être sûr que ces amplitudes sont des grandeurs réelles. Ce sont des conjugués à condition que. Mais vous allez voir, bien sûr, vous, à votre niveau, le plus souvent, c'est des grandeurs réelles. Mais plus on avance dans la connaissance des ondes électromagnétiques, plus on peut se permettre d'écrire cette amplitude-là sous la version complexe de l'amplitude. Ça va nous permettre de simplifier les écritures. Donc, pour vous, oui, effectivement, c'est directement le complexe conjugué. Mais beaucoup plus tard, vous comprendrez que même ces expressions-là qui sont censées représenter des amplitudes peuvent avoir une description complexe. Voilà. Mais pour vous, oui, effectivement, ça c'est plus I, ça c'est moins I. Mais c'est exactement la même chose. Parce que pour vous, ici, c'est une amplitude, donc c'est une grandeur scalaire. D'autres questions? Je passe au slide suivant. Voilà, et ce slide est le dernier. Eh bien, nous nous apercevons et on montre que, pour vous, c'est pas la peine de le montrer parce que ça va être trop long et ça va être, il y a moyen de le démontrer, mais vous retiendrez que la pulsation ne change pas par réflexion ou par transmission. Parce que nous avons la chance d'être dans des milieux linéaires. Si on était dans des milieux non linéaires, déjà sans réflexion transmission, c'est-à-dire dans le même milieu, je peux voir apparaître dans un milieu non linéaire
je peux voir apparaître de nouvelles pulsations, de nouvelles fréquences. Mais comme par chance, nous sommes dans des milieux linéaires, eh bien, la pulsation I est égale à la pulsation R est égale à la pulsation de transmission. Pas de changement de fréquence. Donc, j'ai le droit d'appeler ça, en utilisant le même oméga, la même pulsation. Pas de changement, ni par réflexion, ni par transmission. Enfin, je rappelle ici quelque chose que vous avez déjà rencontré en optique géométrique, les lois de Snell-Descartes qui sont au nombre de 3. La première loi, elle dit que l'ensemble des vecteurs d'onde, que ce soit le vecteur d'onde incidente, que ce soit le vecteur d'onde réfléchie, que ce soit le vecteur d'onde transmis, ils appartiennent tous au plan d'incidence. Je rappelle que le plan d'incidence est le plan formé par KI et par le vecteur unitaire normal à la surface de séparation N. La deuxième loi de Snell-Descartes, elle dit que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. La troisième loi de Snell-Descartes, elle dit que N1 sinus θ I est égal à N2 sinus θ de transmission. Maintenant, je vais retourner, avant de regarder cette dernière partie, je vais retourner au slide qui me donne la surface de séparation et je vais la regarder. Ici, combien de champs se trouvent dans le milieu 1? Combien? Quels sont les champs présents dans le milieu 1? Je vous pose la question. Pourquoi 4? Madame. Et pourquoi 4? Si j'ai compris votre intervention, vous verrez plus tard que vous n'êtes pas dans le faux. Mademoiselle, la deuxième personne? 2, madame. Il y a donc 2 ondes. Effectivement, dans le milieu 1, nous avons une onde incidente et une onde réfléchie. Donc, je ne peux pas être dans le milieu 1 et me comporter comme si que je n'avais que l'onde incidente et je vais oublier l'onde réfléchie. Je ne peux pas me comporter dans le milieu 1 comme si je n'avais que l'onde réfléchie et j'oublie l'onde incidente. Dans le milieu 1, j'ai la superposition, c'est-à-dire la somme de l'onde incidente et de l'onde réfléchie. Comme j'ai 2 ondes, l'onde incidente et l'onde réfléchie, d'après ce que votre camarade, si j'ai bien compris son intervention, il voulait dire 2 champs électriques et 2 champs magnétiques. 2 champs électriques, celui de l'onde réfléchie et celui de l'onde incidente, et 2 champs magnétiques, celui de l'onde incidente et de l'onde réfléchie. Ça fait 4. Oui. Voilà. Mais moi, je n'ai pas dit combien de champs, j'ai dit combien d'ondes. Donc, pour la réponse par rapport à la question posée, c'est 2. J'ai l'onde incidente et l'onde réfléchie. Je n'ai pas dit combien de champs, j'ai dit combien d'ondes. J'en ai 2. J'ai 2 ondes, l'onde incidente et l'onde réfléchie pour le milieu 1. Et dans le milieu 2, combien j'ai d'ondes? Combien d'ondes j'ai? Une seule, et c'est l'onde transmise. Oui. Donc, quand je vais me pencher sur les mathématiques, la mathématique du milieu 1, je suis obligée de gérer 2 ondes. Quand je vais me pencher sur le milieu 2, je gérerai une seule onde. Je regarde, je vais vers mon dernier slide. Effectivement, les champs présents dans les 2 milieux délimités par une surface de séparation sont donnés pour le milieu 1 par E du milieu 1, le champ électrique est égal à E incident plus E réfléchi. Pour le milieu 2, c'est E2 est égal seulement à E transmis. Vous pouvez me dire pourquoi je n'ai pas parlé du champ magnétique. Le travail est le même. Je vous ai dit que quand on parle des ondes électromagnétiques, on a tendance à se pencher sur le champ électrique. Mais en fait, ces relations-là, elles seront aussi valables pour le champ magnétique, puisque dans le milieu 1, B1
B du milieu 1 est égal à B incident plus B réfléchi. Pour le milieu 2, B2 est égal à B transmis. Voilà qui termine notre cours d'aujourd'hui, qui est également le dernier cours. Nous nous retrouverons le lundi pour un TD sur les ondes électromagnétiques, puis nous arrêterons notre enseignement par Webex. Nous retrouverons le 22 août. Donc, si vous avez des questions, vous les posez. Petite question par rapport au programme. Donc, on peut considérer qu'on a terminé le programme. Je peux dire que si je regarde ce que nous avons fait l'année dernière et l'année d'avant, et on ne peut pas être mieux qu'en présentiel, nous avons même fait très bien, puisque l'année dernière et l'année même d'avant, on n'avait même pas eu le temps de parler de la transmission. On n'avait même pas eu assez de temps pour parler de transmission. Donc, on n'avait même pas considéré la partie réflexion-transmission. Alors que cette année, grâce à Webex, on a fait la réflexion-transmission. L'année dernière, on n'avait pas abordé cette partie, ni l'année d'avant. Le programme était un petit peu plus lent, mais on ne va pas faire de la surexploitation de ce temps-là. Je préfère vous laisser ce temps pour que vous appreniez bien ce qu'on a déjà fait. Je ne veux pas, le mieux est l'ennemi du bien. Je ne veux pas faire ça. Je veux vous laisser avec des notions très, très importantes. Apprenez-les et après, ce que j'ai enseigné ici vous permettra d'aborder la 3e année ondes électromagnétiques très, très à l'aise. Vous êtes même mieux que les étudiants de l'année dernière et ceux d'avant qui n'avaient pas eu la chance d'aborder cette notion de réflexion-transmission. Donc, je fais le choix d'arrêter l'enseignement d'électromagnétisme ici. J'ai dit qu'il restera un TD avant de clore l'enseignement. Ce sera le TD du lundi. Il y aura un TD d'ondes électromagnétiques pour le lundi et ce sera fini. Vous serez face à ce qu'on a enseigné et vous pourrez aller l'étudier en toute tranquillité. À la rentrée, nous ferons le nécessaire en consultant les autres collègues et en consultant l'administration sur ce qu'il convient de faire. Voilà. Donc, aujourd'hui est mon dernier cours. Lundi, ce sera le dernier TD et nous traiterons des ondes électromagnétiques. C'est la série ondes électromagnétiques. Elle est disponible sous Moodle. Avez-vous des questions? Donc, c'est le dernier jeudi où on se rencontre par Webex. Oui. Madame, s'il vous plaît, concernant Moodle, j'ai pas compris le principe de ce Moodle. Ils n'ont rien publié sur la page Facebook, donc j'ai aucune information sur Moodle. Ben, je vais vous répondre. Vous avec vos coordonnées d'étudiante, vous pourrez rentrer dans Moodle. Quand vous rentrez dans Moodle, vous cherchez les cours. Vous allez trouver le cours d'électromagnétisme. Il se trouve en bas de la 2e page. La première page, il ne figure pas. La première page des cours proposés sur la plateforme Moodle, le cours d'électromagnétisme ne figure pas. Vous allez sur la 2e page, ou peut-être il a changé de place si d'autres personnes ont ajouté des cours, si d'autres enseignants ont ajouté des cours. Vous allez trouver le cours d'électromagnétisme sur la page 2 de la plateforme Moodle, au bas de la page 2. Vous cliquez sur électromagnétisme. Ah oui, donc d'autres. D'accord, ils ont changé de place. Donc, parmi les cours proposés, vous feuilletez l'ensemble des cours proposés jusqu'à trouver le cours électromagnétisme. Parce que chaque fois que des enseignants ajoutent des cours, il y a déplacement de la position du cours. Avant, il était dans la 2e page des cours proposés. Maintenant, d'après votre camarade, il a changé. Il est en page 3 ou en page 1? À la 3e. D'accord. Donc, vous allez le trouver parmi les cours proposés. Cours d'électromagnétisme.
Il est à la 3e page, madame. Il est à la 3e page, vous cliquez dessus et vous rentrez et vous allez pouvoir en un seul clic télécharger les liens qui vous conduiront vers YouTube pour les enseignements par Webex. Vous allez tirer des PDF, que ce soit des TD, que ce soit des solutions de TD, que ce soit les PDF de cours, etc. Donc, tout est disponible sous modèle et les énoncés aussi, les énoncés de TD. Madame, Oui. Une question par rapport au devoir maison. Il a un délai précis ou là? Le devoir maison que j'ai donné aujourd'hui? Oui. Allez, c'est vous qui allez choisir le délai. Allez, le délai est ouvert jusqu'au 12 juillet, puisque la fin des enseignements est censée être le 12 juillet. Ils ont laissé de la marge pour permettre aux enseignants qui n'avaient pas commencé suffisamment tôt de se rattraper. Pour permettre aussi aux étudiants qui n'avaient pas été sérieux de comprendre que c'est très sérieux et qu'il vaut mieux aller travailler avec leurs enseignants. Donc, moi, je ne me sens pas concernée par le 12 juillet parce que nous avons travaillé de manière régulière depuis un moment déjà. Donc, oui, je crois que le 12 arrange tout le monde. Donc, merci. Voilà, le 12 juillet, c'est pour les enseignants et les étudiants qui n'ont pas travaillé. Nous avons travaillé notre cours d'électromagnétisme, donc la date du 12 juillet ne concerne pas l'enseignement d'électromagnétisme. En tout cas, moi, c'est comme ça que c'est ce que j'ai décidé. J'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà. Donc, il nous reste une séance de TD en électromagnétique le lundi, Inch'Allah, et puis vous travaillerez seul. Et on se retrouvera le 22 août. Donc, si vous avez des questions, que ce soit par rapport au cours enseigné, que ce soit par rapport au TD enseigné, vous êtes les bienvenus. Je vous écoute. À la rentrée. À la rentrée. À la rentrée. Terminé. Ils peuvent vous les poser à vous, les camarades. Vous pouvez travailler entre vous. La plateforme elle est aussi large que les étudiants de la section. Voilà. Les étudiants qui ne se sont pas manifestés pendant tout le cadre de cet enseignement, je ne vois pas pourquoi je vais m'inquiéter de ce qui les chagrine une fois que j'ai dit que les enseignements sont achevés pour ce module. Par contre, à partir du 22 août, ils pourront poser toutes les questions qu'ils souhaiteront. Pour le moment présent, ils ont encore la possibilité de se manifester le lundi. Sinon, ils attendront, en ce qui concerne l'enseignante, ils attendront le 22 août. J'ai fait de mon mieux pour que cet enseignement soit fait dans de bonnes conditions. J'ai tout fait pour que ce soit agréable. Donc, non, je ne permettrai pas à des étudiants qui ont manqué, qui ont été les éternels absents, de venir encore après coup, intervenir après coup. Ils attendront le 22 août en ce qui me concerne. Madame. Oui. Oui. Je n'entends rien, mademoiselle. Madame, كتسمعي فيا؟ Parfaitement. والو. Si, je vous entends très bien. جوست برك على ليتيديونت اللي قالت لك كاش تحوس، انا قالت لي ديليغي تمتم سبتها تكتب ELM B تخرج لها ديريكتومون كاع الالكترومagnétisme. Très bien. Oui, effectivement, quand je me suis inscrite sous Moodle, j'ai dit enseignement d'électromagnétisme pour le grand nom, et puis ils m'ont dit quel symbole vous voulez utiliser. J'ai mis ELM, électromagnétisme. J'avais mis ELM, mais ils m'ont dit il est déjà utilisé ELM, alors j'ai ajouté ELM-du-8 Waqila B, comme section B. Voilà, donc c'est très bien, votre camarade. Donc il suffit d'aller sur Google, taper ELMB, il sort. Non, ماشي جوجل، داخل موديل
Classe, très bien, très bien. Donc, merci, merci, mademoiselle. Donc, voilà pour la question posée. Voilà. Avez-vous des questions? Non. Bien. Très bien. Avez-vous été content? Est-ce que vous avez trouvé que l'enseignement présenté sous Webex répondait à votre attente ou est-ce que vous auriez préféré quelque chose de différent? Peut-être que ça peut être utile si jamais on est amené à faire des choses dans des conditions où on ne voit pas les yeux de l'étudiant, donc on travaille comme on le pense. Est-ce que c'était bien? Est-ce que vous étiez content de la manière dont le cours vous a été transmis? C'est bien, Euh, vous êtes content. Donc, oui, très bien, moi très aussi. bien. Alhamdoulilah. Pour les étudiants qui étaient absents, ils ont dit on ne peut pas, on ne veut pas Webex, on veut YouTube. Donc, on est parti pour faire plaisir à tout le monde, pour aider tout le monde. Donc, maintenant, ils sont disponibles sur YouTube. Il n'y a pas de raison maintenant. Et tout le monde se penche sur ce qui a été fait. Tout le monde traite ce qui a été fait. Et voilà. Donc, je vais lever la séance et vous dire que lundi, il y aura un TD sur ondes électromagnétiques, toujours à 9h30. Donc, voilà, c'est tout. Et sinon, je lève la séance. Si vous n'avez pas d'autre chose à ajouter, je lève la séance. C'est oui? On n'a plus rien à dire. Au revoir. Excellente fin de journée. Bon week-end. Merci.